Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 25 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, on a attaqué la semaine assez forte hier avec des tensions géopolitiques et toujours des incertitudes au niveau de la Fed. Ayant été absent justement hier, j'ai pu constater une hausse quand même très importante de la volatilité et des indices qui ont failli perdre pied, mais heureusement, Wall Street justement a sauvé les meubles en fin de séance et a quand même réussi à clôturer dans le vert. Alors, le S&P a quand même été proche d'essuyer une correction. On fera le point justement dans la partie macro. On parle de correction lorsque l'indice chute de plus de 10% et de bear market lorsque nous avons une chute de plus de 20%. Les investisseurs se montrent prudents en raison des tensions géopolitiques autour de l'Ukraine et de l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Par ailleurs, on a aussi une pluie de résultats aux États-Unis. Donc, la Fed réunit son comité de politique monétaire mardi et mercredi. Les investisseurs espèrent à l'issue de cette réunion qu'elle pourra justement préciser ses intentions en matière de relèvement des taux et de réduction de son bilan. Deux éléments d'incertitude justement à l'origine déjà des turbulences sur les marchés lors des dernières séances, ce qui avait justement entraîné une rotation sectorielle et déjà une chute du Nasdaq. Mais là, hier, on a quand même eu une chute sur l'ensemble des indices et surtout en Europe où le CAC a quasiment, il me semble, a touché presque 5% au cours de la séance. Je crois qu'on a fait 4,40, quelque chose comme ça. Bref, donc là, vraiment, hausse de la volatilité, des tensions, de l'incertitude. Bref, le risque domine. Sur le front géopolitique, forcément, le regain de tension entre Moscou et les puissances occidentales concernant la situation en Ukraine, où les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé d'évacuer leurs ressortissants, a également dissuadé la prise de risque lors de la majeure partie de la séance hier. Et ce matin, c'est aussi la même chose en Europe, je trouve. On reprend certes une partie du terrain cédé la veille à cause des tensions géopolitiques et aux incertitudes sur la politique monétaire, mais on a quand même pas mal de volatilité et de nervosité sur les marchés. Et je vois mal les marchés prendre des risques juste avant la réunion de la Fed. Donc là, plutôt un rebond technique. Effectivement, hier, aux US, on a eu une belle remontada. Dans le sillage de cette remontada, forcément, les bourses européennes ont entamé elles aussi un rebond technique. Mais pour l'instant, à mon avis, on devrait évoluer sans grande amplitude à l'approche de la réunion de la Fed, très clairement. Et cette dernière permettra derrière de donner un peu plus de visibilité aux investisseurs. Comme je vous le disais, les marchés devraient quand même rester très volatiles, faute de signes d'apaisement des tensions liées à l'Ukraine. Là, actuellement, les contrats sur les principaux indices américains préfigurent actuellement dans le rouge, surtout sur le Nasdaq. Et l'indice de volatilité de l'Eurostoxx 50 se maintient à son niveau de lundi au plus haut quand même depuis novembre 2020. Pareil, on fera un point justement sur le VIX dans la partie graphique, mais des marchés quand même sous pression. La Fed va entamer mardi ses 2 jours de débat. Donc là, pareil, gros catalyseur de la semaine. Les marchés monétaires continuent de tabler sur un premier relèvement de l'objectif de taux des Fed Funds en mars, mais les débats restent ouverts sur le nombre de relèvements à attendre d'ici la fin de l'année. Et là, on voit déjà que les marchés commencent à perdre pied, à paniquer. Goldman Sachs, Crédit Suisse et d'autres banques tablent sur 4 hausses de taux. Il y a une semaine, on parlait d'une hausse de taux de 50 points de base. Bref, là, les marchés ont besoin très clairement de signaux clairs, précis et d'orientation surtout.
va falloir que la Fed soit vraiment attentive à ça et qu'elle n'ait pas un discours un peu bancal, auquel cas les marchés là n'apprécieraient pas vraiment la démarche. Et je pense qu'au contraire, ils ont besoin que Jérôme Powell soit clair et définisse un calendrier précis. Et ça permettrait justement au marché d'avoir de la visibilité et potentiellement de rebondir plus sereinement. Car là, actuellement, entre les tensions géopolitiques et les incertitudes monétaires, les spéculations sur une hausse de 50 points de base, 4 voire 5 hausses de taux en 2022, bref, le sentiment que les investisseurs sont un peu perdus et qu'ils ont besoin d'un guide. Et le guide, c'est Jérôme Powell. Et donc, celui-ci a intérêt de bien guider les marchés mercredi pour éviter justement un dérapage non contrôlé. Comme je vous le disais, aussi, la séance et la semaine surtout est par ailleurs animée par plusieurs publications de résultats. Donc, si on regarde la partie macro, un catalyseur pouvant en tout cas permettre un rebond des indices. On a eu après la clôture les résultats d'IBM, très bons. IBM, après la clôture, dans les échanges après clôture, prenait 7%. IBM fait partie du Dow Jones, donc là, un bon point, en tout cas, déjà, pour permettre ce rebond. Aujourd'hui, nous avons Johnson & Johnson, valeur au sein du Dow Jones aussi, Verizon et 3M. Donc là, avant l'open, 3 valeurs au sein du Dow Jones et après la clôture, de nouveau une valeur au sein du Dow Jones, mais aussi du Nasdaq, mais qui a une forte pondération au sein de l'indice Nasdaq, c'est bien sûr Microsoft. Donc là, très clairement, on va vraiment regarder les résultats des techs. On est un peu sur le fil du rasoir. Si les grosses techs nous sortent des résultats juste incroyables, eh bien, ça va. Je pense en tout cas que les opérateurs devraient retrouver un peu le moral, mais à la moindre déception, ce sera un Netflix bis, très clairement. Alors, Microsoft lâcher 20%, c'est très rare, mais ils n'ont pas intérêt, en tout cas, Microsoft ou même Apple n'ont absolument pas intérêt de décevoir les investisseurs, sinon, voilà, Netflix, moins 20, sanction immédiate. Donc, très important, avant l'Open, Johnson, Verizon, 3M, ce soir, Microsoft, et demain, la Fed. Avant la Fed, pareil, on a Boeing, ATT, et c'est tout, et Intel, donc ça c'est pareil, c'est du Dow Jones, Boeing, ATT, Intel dans le Dow Jones, Tesla, Nasdaq. Jeudi, McDonald's, bon c'est pas une forte composante du Dow Jones, mais quand même, et surtout Apple. Voilà. Et derrière, on terminera vendredi avec Chevron et Caterpillar, qui sont aussi deux valeurs au sein du Dow Jones. Donc, très clairement, une semaine assez chargée d'un point de vue micro, aussi en tant que aussi d'un point de vue macro, mais un catalyseur qui pourrait justement permettre aux indices enfin de rebondir. Et la publication des résultats débute doucement cette semaine en Europe. On a Louis Vuitton qui va publier ses résultats le 27, mais globalement, on devrait avoir une publication plus intense en Europe à partir de la semaine prochaine. Donc, je n'hésiterai pas en tout cas une nouvelle fois à vous partager le calendrier. Maintenant, je vous disais que le S&P était à 2 doigts d'entrer en territoire de correction. Effectivement, hier, on a atteint les 10%, un peu plus. On a eu une belle reprise derrière et on part du principe que le S&P, enfin, que les indices, globalement, on parle de correction lorsqu'ils chutent ou qu'ils corrigent plutôt de 10% ou plus. Vous voyez? Donc depuis 2017, très clairement, on est réglé un peu comme du papier à musique. À chaque fois qu'on chute de 10-11%, hop, ça rebondit. De nouveau ici, pareil. En 2020, bon, on a eu le crack lié au Covid, mais derrière, on avait rechuté une nouvelle fois de quasiment 10%, là 8%. Et vous voyez que globalement, ce sont des niveaux de correction psychologique qui permettent bien souvent un rebond, voire un redémarrage.
Là, très clairement, on va quand même attendre la clôture mensuelle. Il y a des signaux qui ne me plaisent pas du tout en données mensuelles. On fera le point justement sur le S&P 500 juste après. Mais à court terme, le sentiment que le marché est potentiellement mûr pour un rebond et que derrière, la mèche qu'on a eue sur le S&P, mais aussi sur le BTC, ça suggère un assèchement des vendeurs et potentiellement un point bas de court terme, en tout cas, et donc propice à un rebond. Bien évidemment, ici, c'était en 2018, lorsque la Fed de nouveau avait augmenté ses taux et les marchés avaient perdu pied. On avait perdu 10%, rebond. Derrière, on avait perdu 20% bear market. Et là, la Fed avait fait volte-face. Non, on ne va pas lever les taux en 2019, bien au contraire. Et effectivement, le marché était reparti comme un 40. Et ici, je trouve qu'on a des similitudes avec 2022. Donc, voilà pourquoi je me montre plus prudent, une année plus compliquée en 2022, très clairement. À court terme, j'estime qu'on a potentiellement fait un point bas, qu'un rebond est désormais envisageable, mais sur l'année 2022, je vais vraiment surveiller la clôture mensuelle car on va faire juste après le point dans la partie technique. On a une similitude assez frappante avec 2018. Et donc, 10% phase de correction, 20%, on estime qu'on est dans un bear market, plus de 50%, crack. Voilà, à partir de 30%, bon, 30 c'est un peu léger, mais quand même, tout dépend de la vitesse. Mais globalement, on part du principe que c'est plutôt 40%, 50% crack boursier. Partie technique, et justement, parlons peu, parlons bien, mais celui du S&P 500. Je ne le regarde pas souvent, enfin en tout cas, je le regarde régulièrement, mais peu de traders tradent le S&P 500, c'est quand même l'indice de référence, donc toujours pertinent à suivre. Donc hier, bravo à celles et ceux qui ont eu le courage dans toute cette tourmente de payer le S&P 500 sur Signal. On avait effectivement une belle divergence haussière en 15 minutes ici, vous voyez, qui a été validée juste là. Et donc maintenant, reste à savoir si l'objectif théorique a été atteint, auquel cas ce sont les 50% de retracement de la dernière vague de baisse. Et effectivement, on constate qu'on les a atteints. Donc là, l'objectif majeur de la divergence a été atteint à court terme, réglé encore une fois comme du papier à musique en clôture en fin de séance. Donc belle divergence, 15 minutes. Maintenant, si on dézoome, on passe en données 4 heures. Effectivement, on a quand même un bel avalement 4 heures qui s'est formé sur le cash. On est venu chercher notre Tenkan. Bon, pour moi, on se trouve à la croisée des chemins maintenant. On a fait une belle correction, on est venu taper une zone. Généralement, les marchés, quand on fait un point bas, ça paraît, c'est une notion très importante. Lorsqu'on rebondit aux US, on fait soit 50, soit 61,8. Lorsque les US entament un puissant rebond, globalement, tout dépend de l'indice. Je sais que le Nasdaq arrive à aller chercher les 61,8 et le Dow Jones ou le S&P 500 fait soit les 50, soit les 61,8 avant de replonger. Ça, c'est vraiment un élément très important à prendre en compte. On a eu le même cas ici, même durant le crack lié au Covid, si on regarde. Vous voyez, voilà, on a fait les 38,2. Pour le coup, on a fait 38,2 ici. On n'a pas réussi à aller chercher les 50. Je crois que c'est sur le Nasdaq qu'on a fait non, on a fait les 50. Je dis n'importe quoi. 38,2, 50, exactement. Vous voyez, même durant le crack lié au Covid, tac, 50 avant de retomber. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose avec les US. C'est ça plonge et ça reprend 50 ou 61,8. Et ça, c'est une notion vraiment qu'il faut retenir et c'est très important. Alors qu'en Europe, quand on plonge, on a du mal à aller chercher les 50. Les 61,8, quasiment jamais. Au mieux 50, mais les trois quarts du temps, c'est les 38,2. Voilà. Ça, c'est une notion qu'avec l'expérience que j'ai pu noter sur les marchés qui est vraiment très importante, c'est que lorsque les US chutent, une fois qu'on a fait le point bas, on peut s'attendre à un rebond de 38,2, de 50 ou 61,8, alors qu'en Europe, pour le CAC et le DAX, généralement, on arrive au mieux
à 50 et au plus bas, on fait 38,2. Voilà. Maintenant, comme je vous le disais, rien n'est fait. Pour moi, à court terme, je pense qu'on est mûr pour un rebond. Certains y voient déjà l'épaule, tête-épaule. Bon, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, très clairement. Maintenant, ce qui me dérange un peu plus, c'est en données mensuelles. Voilà. Et en données mensuelles, il y a des similitudes avec 2018 qui sont assez effarantes. D'une part, le contexte macro, lorsque la Fed a commencé à monter les taux, derrière le marché a complètement décroché. On était sur un avalement mensuel. On a eu une belle correction de 50% de la dernière vague de hausse. Si je reprends mon Fibo ici, maintenant vous connaissez à peu près par cœur la méthode des retracements de Fibo. Vous voyez que hop, 50% de retracement de la vague de hausse. Ici, c'était bon. Donc, avalement baissier, divergence baissière validée. Derrière, on est venu taper les 50%. Et ici, même constat. Divergence baissière, avalement baissier. J'attends de voir vraiment la clôture mensuelle. Si on fait une remontada et qu'on fait une grosse mèche basse, j'invaliderai clairement ce scénario. Voilà pourquoi à court terme, je dis rebond. À long terme, attendons la clôture mensuelle. Pour rappel, c'était le même scénario sur le Bitcoin et l'Ethereum. On préservait des supports. Je vous disais, ça ne me plaît pas ce qui se passe en mensuel. On a une divergence et un avalement baissier sur Ethereum et BTC, surtout sur Ethereum. Bon, vous voyez que sur Ethereum, on est venu les chercher les 50% au final. Et BTC, pareil. Donc vraiment, ne pas avoir d'œillère et ne pas ignorer les signaux mensuels qui peuvent être extrêmement puissants. Donc là, comme je vous le disais, je ferai pareil, le même point sur le Dow Jones. J'estime qu'on a fait un point bas de court terme, qu'un rebond va se mettre en place. Maintenant, est-ce qu'on va repartir en V-bottom ou est-ce que c'est un simple rebond et on repart direction plein sud? Là, malheureusement, je ne sais pas. J'attendrai la clôture déjà mensuelle pour voir la tête de la bougie et surtout l'impact des mesures que va prendre la Fed mercredi. Le CAC 40. Le CAC 40, la bougie mensuelle n'est pas belle du tout. Pareil, on n'est pas sur un avalement baissier, mais on est sur un dark cloud cover. Donc, encore une fois, pas de précipitation. Je note une dégradation en mensuel. Maintenant, nécessite la clôture. Donc, on peut toujours remonter et invalider ce chandelier. Encore une fois, des marchés sous pression, mais tous les indices ici, que ce soit le DAX, le CAC, le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, ont tous des bougies mensuelles horribles. Maintenant, en données hebdo, bon, ça reste haussier. Globalement, c'est pas non plus dramatique pour l'heure. On est toujours dans une belle tendance haussière. On a fait une belle correction. Là, ce qui va m'intéresser surtout, c'est la bougie daily, dans le sens où, je suis un peu l'Ishimoku, ce sera plus clair, mais vous voyez qu'on avait un canal ici, enfin, on a deux canaux, le premier de long terme et le deuxième de moyen long terme. Ici, avec les deux sommets, un point de contact ici, un point de contact là, et de nouveau un point de contact. Et le fait qu'on ait cassé par le bas ce bas de canal m'embête un peu. Très clairement, on a eu une belle bougie flux directionnelle impulsive. Le marché a quand même lâché 3,97. Au plus bas, on a fait 4,70. Des volumes assez élevés globalement. Et là, on est sur un simple pullback. Ça reste baissier le flux. Très clairement, ça reste baissier. Est-ce que c'est un simple pullback et on va aller plus bas? Est-ce que le CAC va nous faire un peu une épaule, une tête, épaule? Bref, pour l'heure, honnêtement, je suis assez neutre sur l'indice CAC 40. Sur les US, je verrais bien un rebond. Sur le CAC 40, ce qui me dérange, c'est qu'on soit maintenu en échec sous les 6900. Si on break les 6900, alors je viserai 7000. Voilà. Comme je vous le disais, on va basculer en données 4 heures. Mais là, les
les niveaux de Fibo s'alignent parfaitement avec nos niveaux de résistance. Donc là, on galère déjà à aller chercher les 23,6. On est sur un pullback. Généralement, l'Europe rebondit, comme je vous le disais, à 38,2 voire 50. Auquel cas, ça pourrait faire cette épaule, tête, épaule. Mais là, j'ai du mal. En tout cas, c'est pas le moment de vendre. Peut-être que certains voudront vendre le pullback sur le bas de canal, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on se rapproche un peu plus. Quand je regarde les futurs, en 15 minutes, pareil, on a eu la même configuration, vous voyez, que sur le S&P. Le S&P, divergence haussière 15 minutes. Si on reprend la dernière vague de baisse, c'est celle-là. Voilà pourquoi je suis neutre. Boum. Objectif atteint et stabilisation depuis. Donc là, il y avait peut-être un joli trade à faire pour celles et ceux qui ont osé quand même payer le marché. Mais le signal a parfaitement fonctionné encore une fois. L'objectif atteint. Et là, j'arrive pas à savoir si on consolide dans un triangle ou un range à venir. Je suis vraiment neutre. Honnêtement, je vous le dis. Comme je vous le disais, on a l'oblique, le bas de canal qui bute. D'un côté, je trouve que ce rebond est un peu fébrile. Je m'attends à mieux. De l'autre, quel est l'intérêt des investisseurs de prendre des risques un jour avant la Fed? Aucun. Et on pourrait au contraire se stabiliser ici et entre 38,2 et 50 et végéter sur ce niveau-là. J'attends de voir l'ouverture américaine à 15h30 cet après-midi. Effectivement, si on break les 50, eh bien, on réintégrait le canal et là, ce serait bon pour aller chercher les 7000. Dans ce cas-là, je repasserai, enfin pas haussier, mais j'estimerais en tout cas que les acheteurs montrent un peu de force et que on peut rebondir un peu plus haut sur le cash et qu'on peut rebondir pour aller chercher les 7000, les 38,2. Et ça, ce serait l'objectif. Aller chercher 100 points sur le CAC. Et pour l'instant, un rebond technique, trop tôt pour affirmer une reprise haussière. Il faudrait au moins qu'on break les anciens plus hauts, auquel cas, pourquoi pas aller chercher les 7000 derrière. Le DAX et son range 2022. Pareil pour l'indice allemand. Globalement, on est dans un énorme range. D'abord, la bougie mensuelle, pour vous la montrer elle aussi, et c'est incroyable. Ce haut de canal, effectivement, ça fait depuis le mois d'avril qu'on tricote ce haut de canal, qu'on tente de faire des mèches hautes, mais en clôture mensuelle, jamais on a réussi à clôturer au-dessus de la borne haute. Ce niveau est juste incroyable. On a vu ici un premier avalement baissier. Bon, ça avait quand même marqué la fin de la hausse. Derrière, je ne dirais pas qu'il a été bon, il a été invalidé parce qu'en mèche, on est venu chercher plus haut, mais en clôture mensuelle, à chaque fois, est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation, de distribution? Effectivement, si on regarde la bougie de nouveau mensuelle sur le DAX, elle n'est pas belle du tout. On est un bel avalement baissier, encore une fois, et on a un range, et si on casse la borne de basse, on pourrait aller chercher bien plus bas. Donc là, pareil, une clôture mensuelle à surveiller une nouvelle fois sur le DAX, car on est sur un bel avalement baissier actuellement. Ensuite, si on affine en données weekly, finalement, cette cassure Tenkan Kijun aura, bon, ce qu'on peut dire qu'il a dysfonctionné, c'est un peu juste. En tout cas, elle a peut dire qu'elle a un peu dysfonctionné, effectivement, mais on est dans un range. Donc si derrière ça repart par le haut, logiquement, l'invalidation, ce serait une clôture sous le range. Bon, j'estime qu'elle n'a pas vraiment fonctionné, mais qu'il ne manque pas grand-chose pour l'invalider, très clairement. On est dans un range, ici. Si on casse la borne basse, c'est pas bon signe. En tout cas, il faudra vraiment se montrer prudent. Pour l'heure, comme sur le CAC, on a fait une divergence 15 minutes, pareil sur le S&P, et phase de trading range. Donc, celles et ceux qui ont réussi à payer par ici
tant mieux. Maintenant, ce que je surveille, effectivement, c'est voilà, est-ce qu'on n'est pas dans un drapeau? Oui. Je suis vraiment neutre aussi sur le DAX, hein. Je verrais bien un rebond, mais faut pas qu'on aille plus bas. Voilà. Et là, formation dans un drapeau. Donc, effectivement, si on casse une nouvelle fois par le bas, on peut aller chercher très bas et ça me dérange. Donc là, vraiment sur le fil du rasoir, je surveille en 15 minutes le DAX. Mais effectivement, si on casse de nouveau par le bas, ce serait vraiment pas bon signe et on pourrait plonger de nouveau pour aller chercher les 14 008. Pour l'heure, ça tient, rebond. Donc espérons que le marché ait suffisamment de force pour rebondir et peut-être évoluer, finalement reprendre de la hauteur à l'intérieur de ce canal. Et là, que ce soit en données daily, je vois mal le marché dégringoler de nouveau avant la Fed, très honnêtement. On a fait une belle purge. Quel intérêt de dégringoler juste avant la Fed? Je ne vois pas l'intérêt. Au contraire, se stabiliser, oui. Et d'un autre côté, prendre des risques et payer le DAX un jour avant la Fed, pareil, les opérateurs n'ont aucun intérêt de faire ça. Et donc, plus probable d'avoir plutôt une séance d'hésitation, de dodging à venir. Et je pense qu'on pourrait végéter ici. Si la Fed déçoit, bah, on cassera par le bas et dans ce cas-là, on ira chercher bien plus bas. Si Jérôme Powell est carré, donne de la visibilité, des instructions claires, alors le marché rebondira sur support et là, on ira chercher dans ce cas-là milieu de range et pourquoi pas haut de range. En tout cas, on est vraiment sur un gros range. Et pour le coup, là, dans un premier temps, si le marché réussit à rebondir, je vise le milieu de range vers 15 500, 15 600. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est juste incroyable. Pareil, j'avais tracé un peu cette oblique, on avait un peu ce porte-voix finalement sur les indices. Ici, porte-voix, finalement ça tient. Grosse mèche basse, le marché a une mémoire. Pareil, ça pour les traders expérimentés, encore une fois, c'est après coup, mais le marché ne s'est pas arrêté n'importe où, comme par hasard. Donc, d'où l'importance de regarder le cash tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'explique. Pourquoi le marché s'est arrêté ici? Tout simplement qu'il y avait un gap ici à venir combler. Voilà. Donc, durant la chute, si on regarde bien l'historique, le marché est venu faire son point bas juste ici. Un gap à venir chercher. Vous voyez, le marché a une mémoire et ça, c'est très important. C'était un beau niveau de support déjà et une belle zone de polarité de court terme. On avait buté une fois, buté, hop, gapé à la hausse et le marché s'est arrêté au point près dessus. Derrière, encore une fois, pour les plus audacieux, eh bien, on remarque la divergence. On avait soit celle-là, soit la plus grosse ici. Et donc, signal d'entrée donné là. Stop loss en dessous et derrière, ça donnait quasiment 1000 points en ligne droite. Donc là, pareil, c'est vraiment une analyse après coup, mais en soi, des traders expérimentés l'ont remarqué ce niveau. L'ont remarqué et voilà pourquoi j'insiste sur le fait de regarder le cash. Parce que le marché a une mémoire, on vient combler les gaps, on était sur un gros niveau de support. Est-ce que sur ce niveau de support, il y a moyen de rebondir? Oui, divergence, double divergence, 15 minutes ici ou là. Et derrière, ça faisait quand même un super trade.
Donc là, maintenant, reste à savoir si le marché, on est encore sous le coude. On a retracé les 50%, vous voyez. Donc là, TP, objectif majeur atteint. Maintenant, est-ce que les 50%, c'est cette vague-là? Auquel cas, c'est un peu plus haut. Voilà, ça c'est toute la difficulté par contre de savoir où résident les 50%. Est-ce que c'est cette vague-là ou plutôt cette vague-là? Auquel cas, il y a encore un peu plus de marge. Mais globalement, prendre un TP ici, c'est plutôt bien. On a quand même rebondi de plus de 1000 points. Bon. C'est peut-être pas le moment de payer le Dow Jones, en tout cas. Là, on est sous zone. J'attends la réaction. Mais comme je vous le disais, les US ont tendance à rebondir 38,2 voire 50. Et auquel cas, les 50% de Fibo, si cette divergence fonctionne, ça pourrait permettre d'aller chercher les 35 000, voire les 38,2. Donc pour l'heure, belle mèche. Encore une fois, cette mèche indique un assèchement des vendeurs. Et regardez les volumes. Les volumes étaient juste énormes. Des volumes énormes. Donc pour moi, plutôt le sentiment qu'on a eu un assèchement des vendeurs, comme sur le BTC, comme sur l'Ethereum, à court terme. J'ai aucune idée de vous dire si le marché va replonger 4 semaines après, mais à court terme, en tout cas, sentiment qu'on a fait un point bas et que le marché pourrait entamer enfin un rebond. Mais pareil, la bougie mensuelle n'est pas très belle. Et de nouveau, on a une divergence qui s'est formée sur le Dow Jones. Maintenant, si on regarde le futur, le futur, on a un bel avalement baissier. Vous voyez, on est ouvert avec un gap en plus le mois de janvier. Bel avalement baissier. Donc vraiment, j'ai hâte de voir les annonces de la Fed demain et la clôture lundi prochain. Et là, actuellement, ouais, on retombe. On retombe, on est de nouveau sous la zone. Bon. On sent que le marché est nerveux, hein, très clairement. Le VIX est assez élevé. Mais là, ouais, payer ici, c'est quand même compliqué sur le Dow Jones. Il faudrait qu'on arrive à casser cette MM50 horaire. Donc là, le sentiment qu'on est dans un range. Juste ici, un peu, on consolide. Donc à surveiller. Effectivement, si on braque les plus bas, pourquoi pas tenter de nouveau des ventes. Le flux est ultra baissier, effectivement. En revanche, si on se stabilise et qu'on parvient à breaker les anciens plus hauts ici, alors je viserai 34 700 et 35 000 points sur le Dow Jones. Le Forex, donc, il y a des plans où on s'est fait stopper, d'autres au contraire où on a eu des prises de bénéfices. Commençons avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, enfin, semble casser cette oblique et les 1,1270. J'évoquais déjà en fin de semaine dernière la possibilité de vendre les 1,1370, de prendre des bénéfices proches des 1,1270. Donc pour celles et ceux qui ont tenté des ventes ici suite au bull trap, à la réintégration et le pullback, eh bien prenez des bénéfices. Un TP1 doit être pris. On a fait les 1,1270. Maintenant, si ça casse, je vise un 11,80. Voilà, un 11,80, 1,12. Donc là, ce sera le TP2 à aller chercher. Et je pense que, bon, pareil, toujours délicat de vendre l'euro-dollar juste avant la Fed. Au contraire, celles et ceux qui ont vendu ici ont de la marge, peuvent déjà mettre leur stop loss à break-even, prendre un TP1 et se payer. Maintenant, on attendra la Fed demain. Si on casse les 1,1270, objectif pour moi,
1,12, 1,1180. Voilà, aussi simple que ça. En données 4 heures, bon, on a un flux baissier, on est sur support. Faut casser le niveau. Voilà. Si on casse, à mon avis, l'euro va retomber direction plein sud. Et je vois pas je vois pas une cible intermédiaire. Pour moi, c'est 1,12, 1,1180. Le GBP USD, donc stoppé sur cette paire. Finalement, bull trap comme sur l'euro. Bon, ça semblait bien parti. Je reviendrai plus tard sur cette paire. Pour rappel, on avait joué le pullback ici, là, avec l'avalement 4 heures sur pullback. Finalement, ça a décroché hier et on s'est fait stopper. Voilà. Le stop loss était ici, fin du trade, stoppé sur le GBP. Bon, je le laisse faire sa chute. Si on peut de nouveau l'attraper par ici pour revendre, pourquoi pas. Mais pour l'heure, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, la configuration ne m'intéresse pas. Vendre ici, bon, c'est trop tard de toute façon. Plutôt sur rebond. Bon, on est peut-être en train de former une divergence ici, vous voyez. Là. À surveiller si certains veulent jouer le rebond. Mais j'ai plutôt envie d'essayer d'attraper le GBP sur pullback, enfin sur de nouveau un pullback sur l'oblique, sur la borne haute de son canal avec la MM50 qui retomberait ici. Voilà. Donc si on valide la divergence, on retrace les 50, on devra atterrir par ici. Et dans ce cas-là, pourquoi pas de nouveau rechercher des ventes. Voilà. Mais pour l'heure, pas très pertinent, on n'est pas sur un niveau qui m'intéresse. Bien au contraire, on est même en train de casser les 50%. Donc si on ne reprend pas rapidement de la hauteur, bon, on va très bien continuer notre correction. L'AUD-USD, un TP1 a dû être pris, normalement, sur cette paire. On est sorti par le bas de ce range 4 heures. Et on a fait une belle mèche. Donc un TP1 a dû être pris, pour rappel. Soit vous avez vendu sur l'étoile du soir Doji ici, auquel cas votre stop loss était au-dessus, ou à la cassure du canal ici vendredi, auquel cas votre stop loss était au-dessus de la mèche. Par là. Je vous disais TP1 par ici et TP2 0,7020. Donc là on a fait le TP1. Donc là c'est un bon point. Maintenant, celles et ceux qui ont vendu ici, donc il y avait leur stop loss là, peuvent mettre leur stop loss à break-even. Celles et ceux qui ont vendu ici, c'est peut-être un peu juste. C'est peut-être un peu juste encore pour mettre le. On peut déjà diminuer le stop au moins. Diminuer le stop, mais peut-être pas le mettre à break-even. Le mettre au même niveau que les autres. Voilà. Le mettre au même niveau, mais au moins on diminue le risque et on s'est payé au moins une fois. Maintenant, voilà, faut qu'on clôture pareil dans le rouge, comme cela, ce serait pas mal. Qu'on casse les plus bas. Et là, 70-20. Donc, un TP1 a été fait, que ce soit pour celles et ceux qui ont vendu ici ou là, mise à break-even pour celles et ceux qui ont vendu sur l'étoile du soir Doji. On diminue le risque, on ne met pas à break-even, mais on diminue le stop. Comme ça, au moins, le stop loss est plus que financé normalement. Et on espère que le marché aille chercher les 0,70-20. Voilà. Là, en données 4 heures, on avait ce range, je vous disais ici c'était un bull trap, cassure, pullback, ça me plaît bien pour l'instant. Ça me plaît bien, il faudrait qu'on break les plus bas. Et si on break les plus bas, alors on laissera dérouler le trade de nouveau pour aller chercher les 70-20. Voilà le plan. Et d'un point de vue technique, si on s'amuse à mesurer la hauteur du range, ouais, c'est ça. Donc ça coïncide déjà avec ma zone et objectif théorique. Enfin, pour terminer le Forex, le NZD-USD, je vous disais de surveiller vendredi la cassure par le bas du drapeau. Pareil, belle cassure. Ici, on avait un joli drapeau.
dire, si vous pouvez l'attraper sur pullback pour le vendre, ce serait juste parfait. Et viser 65, 78. Donc là, pareil, un plan qui s'est déclenché. Je vous disais de placer le stop loss au-dessus de la même 50 ici. Donc vendredi, on était en train de casser. On a fait petit pullback, vous voyez là, très léger sur les plus bas. Juste ici, quasiment le pullback. Donc là, c'était vraiment top pour vendre, mais c'était surtout confirmé vendredi, belle cassure. Drapeau, pour moi, c'est direction, voilà, pas de TP intermédiaire. Là, pour le coup, je pense qu'on peut déjà mettre le stop loss à break-even. Parfait, mise à BE. Si vraiment vous voulez prendre un TP1, eh bien, prenez-le maintenant, votre TP1. Mais globalement, je vise la zone. Voilà. 65,80, 65,60. Effectivement, avec la Fed, demain, ce serait dommage d'avoir un contre-pied. TP1, prenez, je sais pas, peut-être 30% de la position, 40% de la position, mais essayez de garder vraiment 60% de la position pour aller chercher ce gros niveau. Là, on a vraiment une configuration parfaite. Mât, drapeau, cassure par le bas, honnêtement. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Je trouve que la configuration est vraiment très belle. On avait identifié la zone hebdomadaire, rappelez-vous, cette zone-là. Il n'y a pas de gros niveau juste avant. Donc là, TP1 maintenant, si vous voulez, 30-40% de la position, on garde 60 voire 70 et on vise la zone. On met le stop à break-even, hein, étant donné qu'il y a la Fed quand même. En cas de contre-pied, ce serait dommage de donner ses gains si durement gagnés au marché. Mais si derrière ça décroche, TP1 et pourquoi pas garder un petit reliquat pour aller chercher un TP2 plus bas. On pourrait vraiment aller très bas. Donc TP1 sûr. Si vous avez la foi de garder un petit reliquat ici, gardez 5%, 10%. On verra si on peut aller chercher un TP2 par ici. Le gold qui tient bien. Doucement mais sûrement l'ascension. Qui joue son rôle de valeur refuge pour le coup. Rien à dire. La clôture hebdomadaire, je vous le disais la semaine dernière, il ne faut pas qu'on fasse une clôture hebdomadaire sous les 1830. Ce serait catastrophique pour le gold, vraiment. Et finalement, on a clôturé au-dessus. Donc ça, c'est un bon point. Voilà. Donc, clôture hebdo, belle. Elle n'est pas non plus extraordinaire parce qu'on n'a pas eu une belle bougie flux directionnelle. C'est sûr que j'aurais préféré une bougie avec du corps. Là, c'est clôture avec un doji. Vous voyez qu'on a une mèche haute, mèche basse, mais au moins clôture au-dessus des 1830. Donc ça, bon point. Premier point. Deuxième point, c'est d'aller chercher les 1850. C'était le TP1. Bon, on est venu chercher les 1847 la semaine dernière. Je reste positif sur le gold, ça c'est sûr. Bon, mon TP1, c'est toujours là. Peut-être que certains se sont payés. Et si on casse cette oblique, sortie par le haut d'un triangle, et là, je viserais vraiment assez haut, je pense. 1910, 1960, et pourquoi pas même les plus hauts historiques. Mais à moyen terme, ce sera 1910, 1960. Donc, clôture hebdo validée. La clôture mensuelle confirme finalement ce que je pense et que le marché a envie de repartir en avant. Donc là, on avait déjà eu un signal au mois de décembre avec une sortie par le haut, une cassure de notre Tenkan. Vous voyez ici, on était prisonnier entre Tenkan, Kijun, cassure par le haut, pullback un peu agressif. Pour le moment, on devrait clôturer de nouveau au-dessus de la Tenkan. Donc ça, pareil, deuxième point positif à long terme. À court terme, maintenant, en données daily, peut-être un peu tôt pour mettre le stop loss à break-even. Tout dépend encore une fois de d'où vous êtes rentré. On en parlait justement la semaine dernière. Il y avait les deux méthodes, soit la sortie du drapeau. On a atteint l'objectif théorique du drapeau ici, donc en données horaires. Celles et ceux qui avaient payé, qui sont rentrés juste ici, avaient un stop par là. Donc effectivement, eux peuvent déjà mettre le stop loss à break-even. Celles et ceux qui n'ont pas réussi à rentrer sur la cassure du drapeau, mais sur le pullback à 1830,
c'est peut-être un peu juste pour mettre le stop loss à break-even. Auquel cas, il faudrait le mettre par ici, sous les 1820. Maintenant, à l'approche de la Fed mardi, si vous avez un peu de marge, voilà, n'hésitez pas à le mettre à break-even aussi, votre stop loss. Là, pour l'instant, on est peut-être en train de consolider dans un triangle, j'arrive pas trop à savoir. Bref, on est sur un gros niveau. C'est encourageant. On a la kit jaune qui remonte, la M50 qui remonte. Ça consolide. Quasiment fait un TP1 ici. Pas d'alerte baissière. Maintenant, il faut qu'on casse une nouvelle résistance. Voilà, mon oblique, est-ce que je coupe les mèches et je triche? Ou est-ce que je prends vraiment le point haut? Ça pareil, c'est toujours un peu délicat. Bon, actuellement, j'ai pris la mèche haute. Il y a un petit niveau à 1850. Mais si on casse ce niveau, là, vraiment, tout le monde pourra mettre son stop loss à break-even, prendre un TP1 déjà, et puis espérer qu'on casse cet oblique et qu'on aille chercher derrière beaucoup plus haut. Pour l'heure, ça tient. Si d'ici mercredi, on reste sur ce niveau-là, avant la Fed, protégez-vous. Mettez tout, voilà, celles et ceux qui sont rentrés sur les 1830, mettez votre stop loss à break-even. Ce serait dommage d'avoir une réintégration et de sortir en perte. Là, pour le moment, ça tient. J'aime beaucoup la reprise haussière. Pas d'alerte baissière. Pour moi, le sentiment que les acheteurs se manifestent, sont présents. On a un flux haussier timide. On a besoin de transformer l'essai, je trouve. Mais en mensuel, en hebdomadaire et en daily, ça a de la gueule, très clairement. C'est une dynamique que j'aime bien. Maintenant, il faut transformer l'essai, casser ce niveau. Et là, je pense qu'on aura vraiment une force acheteuse qui va enfin se libérer et on pourrait avoir une belle vague de hausse. Le Brent. Bon, le Brent est venu effectuer son pullback. Comme je vous le disais, on est monté un peu haut, un peu fort, un peu vite. Besoin de respirer, plutôt neutre sur le marché pétrolier, absolument pas baissier pour l'instant. Bon, pullback, hein, très clairement, pas d'alerte baissière. On a fait un super trade sur le pétrole, je reste à l'écart. En données daily, je n'exclus pas ce scénario, comme je vous le disais, hein, le pullback, on repart, on casse et il faudra de nouveau chercher des achats. Pour l'heure, je pense qu'on est dans un gros range 4 heures, à mon avis. Ouais. Parce que notre nuage, il n'a pas encore twisté. Je pensais que le nuage se serait mis à plat, mais pas vraiment, pas encore. Stratégie de ping-pong à court terme. Voilà. Vous avez votre range, il est ici. La borne haute, on va la mettre par ici. Voilà. On est au milieu du range, il n'y a rien à faire. Soit vous tentez des achats ici sur signal, stop loss sous les plus bas ici, sous la mèche basse. Soit vous tentez des ventes, stop loss au-dessus de la zone. Et entre les deux niveaux, vous ne faites rien. Voilà. Donc, achat en bas sur signal, vente en haut sur signal. Petite préférence pour plutôt effectuer des achats étant donné que la dynamique est haussière. Au milieu du range, on ne fait rien. Voilà. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette stratégie, eh bien, vous attendez la cassure de la borne basse ou la cassure de la borne haute. Ici, cassure de la borne haute, stop loss sous la MM50. Donc ici. Voilà. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le pétrole. Neutre. Je proposerai sûrement des achats si on vient taper la borne basse sur signal. Des ventes plus compliquées, pourquoi pas, ça peut fonctionner, mais je verrai la tête de la bougie et comment se comportent les marchés tradis, enfin sur d'autres actifs, notamment sur le dollar. Et si on casse ce niveau, je pense que je repasserai de nouveau acheteur avec un stop loss sous la MM50 pour viser
pour viser 93,40 et 99 $ derrière. Voilà le plan. Et je pense que sur le light, c'est exactement la même chose. Ah, le range n'est pas aussi beau. Le range n'est pas aussi beau sur le light, c'est dommage. Ouais, je préfère le Brent pour le coup. Un peu un range. Ouais, ce serait à peu près ça. Ok. Bon. Pas le plus beau des ranges, très clairement. J'aime bien le marteau ici, qui a été confirmé derrière. On effectue le pullback. On est sur la zone. Bon. Je préfère la dynamique du Brent. Mais ouais, je préfère la dynamique du Brent. J'aime pas la bougie. Enfin, c'est limite, c'est borderline. On est un peu sur le fil du rasoir, mais ça tient. Alors que sur le Brent, vraiment, la borne basse du range est vraiment au-dessus de la zone. Vous voyez que là, notre zone, j'ai l'impression qu'on a une résistance dans le range. Et actuellement, c'est le cas. On rebondit, on n'est même pas venu chercher le milieu de range, juste au-dessus de la même 50, ça retombe. Bon, je préfère vraiment la structure sur le Brent. On a notre zone vraiment qui correspond à la borne basse du range. Et on a un vrai range qui est bien dessiné. Et là, on a un range plutôt larvé, mais globalement, ça reste la même chose. Si on casse par le bas, le Brent va aussi chuter. Si on casse par le haut, le Brent va aussi repartir de l'avant. Mais déjà, le stop loss se paye moins cher, parce que là, la mèche basse ici est assez basse, justement. Alors que sur le Brent, on a une mèche basse, mais si on doit payer la borne basse, le stop loss n'est pas trop cher. Tandis que là, le stop loss, il faut le mettre justement sous cette mèche. Donc voilà pourquoi la configuration du Brent, vous voyez, ouais, borne basse ici, le stop loss est juste en dessous, quoi. Alors, sur le light, je trouve qu'on a une belle mèche basse. Et, si on rentre sur un signal ici, vous voyez que le ratio n'est pas bon. En fait, on n'a même pas un ratio, tout juste un ratio de 1 pour 2 pour viser la borne haute. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, meilleur ratio sur le Brent, meilleure structure sur le Brent que sur le WT. Les crypto-monnaies maintenant. Eh bien, c'est fait. Finalement, j'avais des doutes aussi sur la puissance de signal, mais faut pas douter des divergences mensuelles. Voilà pourquoi je me montre prudent maintenant sur le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, parce qu'on a le même setup avalement baissier. Donc là, on n'avait pas d'avalement baissier, mais divergence mensuelle sur un avalement baissier. On avait la même configuration sur l'Ethereum, on fera le point juste après, mais les 50% étaient tapés. Donc là, objectif majeur atteint. Maintenant, est-ce que c'est un range ou est-ce qu'on est à la croisée des chemins et on va retourner en direction des 18 000? Bon, deux scénarios. J'ai pas de boule de cristal. J'avais un objectif majeur. Il a été atteint. Maintenant, je n'exclus pas un range. C'était un scénario que j'évoquais avec vous, mais un range un peu plus bas, plutôt sur les 30 000. Je vais vous présenter les deux scénarios donc. Alors, déjà d'une part, voilà, ce serait soit un énorme range à venir pour 2022. Si on casse, pour moi, il y a un niveau à aller chercher. Alors je sais, certains me diront oui, mais sur les futurs, ça ne sert à rien de regarder. Mais moi, je regarde quand même les bitcoins futurs parce que je le trouve très pertinent. Que ce soit l'avalement baissier qu'on avait eu ici, qui nous disait que tiens, ça commence à s'essouffler, et le gap qu'on a là. Donc un gap hebdomadaire. Et je me dis, la stratégie, ce serait effectivement un range, mais ça me paraît trop simple. Et je me dis,
pourquoi pas se faire une frayeur, venir combler ce gap avant de repartir. Vous voyez? Ça peut être une stratégie enfin, assez fourbe, je dirais, mais je la gardais là vraiment de côté, cette stratégie. Il faut vraiment retenir ce niveau. Car malgré le gap, enfin malgré le range, pourquoi pas se faire une frayeur? Voilà. Vraiment, tout le monde l'attend sur les 30K. Tout le monde ici disait le 30K, si on casse les 30K, c'est bear market, c'est la fin du monde. Et là, je me dis, je n'exclus pas une frayeur, petite frayeur, on comble le gap et on repart. Donc là, c'est vraiment un scénario que je vais surveiller dans les semaines à venir, très clairement, en regardant le futur. Maintenant, deuxième scénario, range. Aussi simple que ça, achat en bas, vente en haut, énorme phase d'accumulation, on sort par le haut, ce serait magnifique. Très bien. Pour l'instant, c'est pas ça. On est plutôt dans un range. Donc je vais plutôt partir sur cette stratégie-là. Maintenant, le point positif, c'est ça. Ça, ça c'est un assèchement des vendeurs. Encore une fois, c'est la même configuration qu'on a eue sur le Dow Jones. Et donc, le BTC a plutôt bien résisté. Il a fait une énorme mèche basse et derrière, ça a clôturé vert. Et ça, pour moi, c'est un assèchement des vendeurs. Donc voilà pourquoi je me dis, tiens, à court terme, j'ai l'impression que le BTC n'a pas envie d'aller plus bas pour l'instant. Et qu'au contraire, on pourrait aller chercher les 41 000. Et j'opte pour ce scénario-là même. Car cette mèche basse, ça remonte, ça clôture vert, sur des volumes juste incroyables pour une fois. Si on regarde les volumes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des volumes aussi importants. Si on regarde cette bougie par rapport au volume précédent, à la hausse, depuis le mois de novembre, octobre, on n'avait pas eu de tel volume sur le BTC. Voilà. La dernière fois, c'était ici, 15 octobre, effectivement, sur cette bougie-là. Et là, même avant, pareil, hein, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des volumes aussi importants sur le BTC. Donc, assèchement des vendeurs plus fort volume. Donc, en gros, potentiellement un creux de marché. Maintenant, si j'affine encore une fois, sur des unités de temps plus courtes, la divergence 4 heures. La divergence 4 heures, encore une fois, qui est confirmée. Vous voyez, une belle divergence sur support intermédiaire. Bon, objectif, ce serait de reprendre 50% de la baisse. Donc, encore une fois, les 50% de la baisse, pour moi, c'est ici. On a fait 38,2, je vise un peu plus haut, 38,240, mais d'un autre côté, je vise 41 000. Voilà. Je ne parle pas de reprise haussière, mais là, voilà, on a un niveau de support intermédiaire. La bougie d'hier donne beaucoup d'indications, que ce soit la mèche basse, les volumes, divergence 4 heures. Je pense que le marché pourrait au moins aller chercher son oblique. Voilà, revenir tester les 41 000. Si on casse, là, ça deviendra intéressant. On pourra enfin parler de reprise haussière. Mais j'ai le sentiment qu'on a peut-être fait un creux de marché et que enfin le BTC va tenter de rebondir. Après avoir atteint l'objectif majeur, là, j'ai plutôt envie de viser les 41 000 $ dans un premier temps. Et si on casse, on verra derrière. Si on échoue une nouvelle fois, eh bien, on verra sur les 30 000. Mais à court terme, en tout cas, pour moi, il y a une fin de baisse et reste à savoir si on entame un début de reprise haussière ou seulement un rebond technique. Et ça, on aura confirmation uniquement si on break les 41 000. Si on break les 41 000, je parlerai de reprise haussière. Si à court terme, on échoue une nouvelle fois, pour moi, ce sera un simple rebond technique, auquel cas j'attendrai de nouveau les 30 000 pour tenter des achats sur le BTC.
L'Ethereum, pour finir. Pareil, selon qu'on a clôturé rouge. Mais beau marteau, en tout cas, sur l'Ethereum. Beau marteau, volume monstrueux aussi, mais une clôture verte au-dessus de la zone. Pareil, ça nous aurait fait un marteau, on aurait fait une plus longue mèche basse, mais avec un marteau au-dessus de la zone, ça aurait été juste parfait. Pourquoi j'ai un canal tracé comme ça? Aucune idée. En tout cas, TP atteint les 50%. Donc pour moi, un objectif majeur a été atteint. Maintenant, va falloir se défoncer pour sauver les 2400, 2500. Voilà. Pour moi, il me faudrait une clôture mensuelle au-dessus de ce niveau. En dessous de 2300, ce serait vraiment pas bon, très clairement. On risquerait d'aller chercher les 61,8. Là, il faudrait qu'on clôture au-dessus de 2545. Voilà. C'est mon plaquis jaune mensuel au passage. Donc une clôture mensuelle vraiment décisive, un objectif majeur a été atteint. On va rarement chercher plus bas. Au mieux, ce serait les 61,8. Mais globalement, c'est l'objectif majeur de la divergence. Maintenant, bougie weekly. Bougie weekly à suivre aussi. Si on peut se faire un marteau, ce serait propre. Donc pareil, la belle mèche basse, ça reprend. Ce qui me dérange, c'est qu'on est un peu sous zone, encore une fois. Voilà, là, la fin de la semaine, honnêtement, va être cruciale et on aura beaucoup d'indications pour les semaines et les mois à venir. Il faut préserver le plaquis de jaune, les 50%, si possible en hebdomadaire, clôturer comme ça ou légèrement dans le vert, ça nous fera un joli marteau, ce sera un premier élément encourageant. Et enfin, en daily, on est sous la zone. Voilà. Tac, tac. C'est une petite zone, c'est pas une énorme zone. Mais j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus de la zone, très clairement. C'est notre plaquis jaune. Donc si c'est vraiment le bas du canal ici, qu'on revienne au-dessus. Est-ce qu'on a eu une divergence 4 heures? Je n'avais pas regardé. Oui, une divergence 4 heures aussi. Donc ça, un bon point. Donc, si certains ont tenté des achats, pourquoi pas, c'est pas interdit. Honnêtement, on a fait un objectif majeur. On est venu chercher les 50%, même plus bas. On a bien purgé là pour le coup. On l'a validé tout juste. Et l'objectif, ce serait d'aller chercher 2785. Donc là, bien envie de tenter une stratégie à l'achat avec un stop loss juste en dessous, à 2100. Notre divergence, elle a été validée. Ouais, elle s'est validée ici, par là. Ça me plaît bien, j'ai bien envie de tenter un achat. Stop loss ici, TP1 et garder un bon gros reliquat. Car potentiellement, si on fait une belle clôture hebdomadaire, une belle clôture mensuelle, on pourra aller chercher un peu plus haut. Mais en tout cas, pas le moment d'être vendeur. On a fait notre belle purge, notre belle vague. J'aime bien la dynamique. Je trouve que comme sur le BTC, il y a eu un assèchement des vendeurs ici et qu'on n'a peut-être pas envie d'aller plus bas. Voilà. On a fait une belle chute et au contraire, ce qui me dérange dans la divergence, c'est juste qu'on soit sous la résistance. C'est vraiment le bémol et le point négatif. Il n'y aurait pas cette zone au-dessus de la tête. J'irais les yeux fermés, très honnêtement.
Donc pareil, adaptez votre risque. L'élément qui me dérange, c'est qu'on soit sous zone actuellement. C'est juste ça. Sinon, pour moi, on a vraiment une belle configuration. Et j'estime que le marché semble mûr enfin pour un rebond. En tout cas, venir chercher les 2875. Et derrière, si finalement ça repart, eh bien garder un reliquat car on pourrait repartir. On pourrait finalement enfin repartir après une chute de 40%, 55%. Donc c'est quand même pas mal. Après 55% de chute, tenter un premier achat sur une grosse zone, 50% de retracement de hausse, divergence, assèchement des vendeurs sur volume sur le BTC, bref. Là, des éléments en tout cas qui me donnent plutôt envie de tenter un achat à moindre risque plutôt que de chercher une vente. Voilà. Si l'Ethereum doit retomber maintenant, eh bien, je l'attendrai vers les 1960 $. Voilà le prochain niveau qui m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec cette volatilité assez intense. Respectez bien votre money management et votre gestion du risque. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.